Passionné de baseball d'abord et avant tout. Ambassadeur de la Société canadienne du cancer, M. Sylvain Poisson. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, je peux te présenter d'un million de façons. Je t'ai demandé comment tu voulais que je te présente ce soir. On peut parler de baseball parce que tu es très impliqué, tu es un amateur de baseball dans l'âme, tu adores ça. Tu as un parcours aussi vraiment inspirant. Je vais te laisser te présenter aux gens qui t'ont jamais vu, qui n'ont jamais entendu parler de toi. Ben, bonsoir tout le monde. Merci de l'occasion de vous glisser quelques mots. À vrai dire, je suis venu ici il y a, je crois, c'est 1 an et demi. J'avais fait une conférence dans le cadre d'une campagne avec la Société canadienne du cancer. Là, je me souvenais de l'auditorium tantôt. Mon histoire m'a amené à être ambassadeur de la Société canadienne du cancer. Je vais avoir la chance là, dans les prochaines minutes de vous en parler, mais au départ, j'étais un passionné de baseball. J'ai commencé à jouer à l'âge moustique, puis oui, mes parents ont dû refaire la brique parce que j'avais pas compris que des balles de baseball, ça pouvait effriter la brique sur le bord de la maison. Donc, je pouvais me lancer des heures et des heures de temps. Par la suite, j'ai joué un petit peu Bantam 2A, Junior, ainsi de suite. Et le coup de foudre avec le jeu est arrivé universitaire. À vrai dire, je vais conter une histoire à propos d'un de mes amis. Je peux, hein? OK. Bantam 2A est arrivé une situation qui m'a appris beaucoup dans la vie. J'étais avec un de mes amis, Sébastien Rivet, qui est entraîneur là, dans la structure. Là, peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Et Sébastien, il joue au deuxième but, puis c'est un petit un peu baquet. Et Gaucher, qui joue au deuxième but, ça n'a pas de sens en partant. Et moi, à ce moment-là, je lançais, puis je lançais pas très fort, mais j'avais toute une balle courbe. Et son père est entraîneur qui amène l'équipe au championnat provincial. Et à la fin de tout ça, il prend son gars pour l'année au championnat provincial, puis il me prend pas moi, puis on était les 2 derniers à être coupés. Fait que le petit Gaucher Baquet, qui est devenu mon meilleur ami, et s'en va au Jeux du Québec à cause de son père. Ça n'arrive pas, ça, dans le sport. Et quelques années plus tard, j'étudie en kinésiologie à l'UQAM. Puis le petit Baquet coach, l'appelé de même, il n'est pas là. Il coach Midget 3A, puis il cherche un adjoint. Moi, j'étudie avec lui, on est dans le même bac. Puis je suis pas sûr que j'y ai encore adressé la parole. Ça fait 8 ans à peu près que l'histoire est arrivée, puis je l'ai encore sur le cœur, parce que pour moi, aller au championnat provincial, à ce moment-là, c'était un peu la porte d'entrée de jouer Midget 3. Et là, je le vois qu'il cherche un adjoint pour coacher, puis moi, je venais de coacher, je pense, Moustique B. Je pense que j'étais prête pour le Midget 3. Et là, Seb, il demande à différents entraîneurs, écoute, tu veux-tu? Bon, les gens disent non. Puis à un moment donné, j'ai dit, je vais y aller, moi. Mais juste avant, on va aller souper avec ton père. Fait que là, on est allé souper avec son père, j'ai vidé mon cœur. Puis c'est tout là que ça a commencé. 40 heures par semaine à coacher Midget 3A pendant 1 an. Après ça, j'ai été en chef 3 ans Midget 3A. Junior Elite, j'étais allé travailler pour Baseball Québec où on a un peu changé les programmes d'initiation là, qui étaient faits pour les jeunes. Là. Maintenant, c'est le Rally Cap. Il y a quelques années, ça n'existait pas. Fait que je me suis investi beaucoup là-dedans. Je suis beaucoup investi dans la masse, mais dans la promotion du sport pour la masse. Donc ça, c'est quelque chose que je suis très fier et que j'ai encore beaucoup de plaisir à faire. En ce moment, le baseball est un des sports qui a la plus grande croissance chez les jeunes au Québec. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent. On n'aurait pas dit ça il y a à peu près une dizaine d'années. Tout le monde pensait que c'était mort avec le départ des expos. Mais il y a encore une passion. Les jeunes s'intéressent. Puis on en a la preuve ce soir. Il y a un sport-études à Sherbrooke sur le baseball. Selon toi, comment ça s'explique, cet engouement-là, ce regain de vie du baseball chez les jeunes?
Ben là, je vais lui lancer des fleurs, mais c'est pas parce qu'il est là. Mais non, je pense que ça vient aussi de l'engagement d'anciennes personnes qui ont eu soit des expériences au niveau collégial ou universitaire américain. Je pense à Benoît Lavigne qui a été président pendant quelques années. Je pense à l'investissement que Marc a fait aussi là, au début du Rally Cap quand on essayait de lancer tout ça. Puis je pense que ça passe beaucoup aussi par un programme qui s'appelle le Rally Cap. Je pense que vous le connaissez sûrement là, dans la région. Et il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on pouvait faire le tour des parcs, puis les jeunes, mais il y avait quasiment leur Tonka dans l'infield, puis ils faisaient des petits tas de sable. Ben là, maintenant, ils n'ont pas le temps parce qu'ils font des ateliers, soit dans le champ extérieur. Tu sais, fait qu'on a rendu le programme beaucoup plus actif que ça l'était. Puis il y a 8 ans, le nombre de joueurs était à 16 000, puis maintenant, je pense qu'on a dépassé le 26-27 000 joueurs. Donc, c'est en grosse partie à cause des modifications qui ont été faites à la réglementation, puis aussi au programme Rally Cap. Là. Pour ceux qui se posent la question, vos journées ont l'air de quoi? Quand vous organisez ça, quand vous travaillez derrière le baseball organisé au Québec, ça a l'air de quoi vos journées? Comment vous organisez ça? Ouais. OK. Présentement, dans le fond, je me trouve à être, si on peut dire, gérant général de l'Académie de baseball du Canada. Fait que là, on s'en va en Floride dans 2 semaines. Donc, j'étais à organiser toute la logistique en arrière de ça. Lundi, on a eu la journée des dépisteurs. Là, on avait 14 cadres du baseball majeur qui étaient là pour les joueurs, nos 25 joueurs plus 20 autres joueurs invités. Sinon, je te dirais, avec le défi que j'ai eu dans ma vie, c'est pas mal ça le baseball, parce que j'ai eu à m'éloigner un peu du sport que j'adore puis qui fait que je suis encore là aujourd'hui, à cause que, j'ai été touché par une maladie reliée au soleil. Donc, moi, aller dehors le jour de 9h à 5-6 heures, c'est un petit peu plus difficile. S'il y avait juste des parties le soir, ça serait parfait pour moi. Mais malheureusement, un atome B à 9h le soir, c'est plutôt rare. C'était quoi le rôle du baseball dans ta vie, encore aujourd'hui, comme dans ta jeunesse? Qu'est-ce que ce sport-là t'apportait que le hockey, le football, le soccer t'apportait pas nécessairement? Encore aujourd'hui, le sport, c'est des moments de plaisir. C'est le sourire. C'est un moment de détente. Quand j'arrive, parce que je lance encore catégorie senior, et quand j'arrive sur le monticule, tout ce qui est à l'extérieur de ça prend une pause pour le temps que le match dure. Tu sais, rendu dans le senior, tout le monde lance ses manches. Là. Fait que tu lances tes manches, tu fais ta petite chose, mais c'est une bulle. Fait que quand j'arrive sur un terrain, que ce soit pour parler de balle avec Pat quand que je vais le voir au Capital ou avec Marc dans d'autres circonstances, ou peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de croiser les joueurs du Triolet, dès que j'embarque, peu importe le temps que ça dure, c'est une bulle qui fait que là, on attrape la balle, on joue, on s'amuse, on fait un jeu à travers ça. C'est quoi l'avenir du baseball au Québec, selon toi? Ça passe par quoi? Est-ce que c'est encore le développement chez les jeunes? Est-ce que c'est de faire des cliniques de baseball qui aient des joueurs professionnels qui viennent, qui donnent l'exemple? C'est des Russell Martin, entre autres, des Philippe Aumont qui poussent puis qui donnent une image positive de ce sport-là à un paquet de jeunes qui se disent qu'eux aussi peuvent y participer, peuvent jouer, peuvent s'amuser en le faisant. Est-ce que ça passe par ça nécessairement ou ça va au-delà de ça? C'est un besoin qu'on a à l'intérieur parce que c'est une flamme. Je veux dire, l'histoire du baseball au Québec, ça remonte à il y a très, très, très longtemps, aux années 40, aux années 30. Ça a toujours existé. Ça vient d'où? Ça s'explique comment pour toi? C'est une super bonne question. Je vais ramener ça un peu à ce qui me motive à faire tout ça. Puis ce qui a motivé Marc, c'est un peu drôle parce que les joueurs que Marc nommait tantôt sont aussi les joueurs qui ont marqué ma jeunesse. Puis on a quand même peut-être 2-3 ans de différence. Mais mettons, je vais nommer la génération d'après. Que ce soit, moi, c'était plus Marcus Grissom, Delino de Shields. Je pense que le sport, en quelque part, doit revenir aussi à des leçons de vie, mais à une notion de jeu.
Tu sais, les gars, vous faites du baseball et les filles, là, j'en ai vu quelques, je pense qu'il y en a. En tout cas, je vais parler aux gars parce qu'ils sont là. Mais prenez une balle là, sans coach, puis allez sur un terrain, là, une balle, un bâton. Là, les gars reviennent de Cuba, j'étais allé la semaine passée, et allez juste jouer pour le fun. Tu sais, sans règlement, sans adultes qui encadrent tout ça. Et permettez-vous de plonger parce que la balle est là-bas puis que ça vous tente. Permettez-vous de frapper de l'autre bord. Permettez-vous de juste jouer, puis de rire, de lancer la balle dans les airs, puis de frapper des circuits, puis de faire le signe de Bautista quand il fait un circuit, ou des choses que dans un sport encadré, on ne peut pas nécessairement faire. Mais je pense qu'il y a des modèles intéressants qui sont super bons. Russell avec les Blue Jays, je pense vraiment que ça va être un super ajout pour le baseball québécois. Mais j'aimerais ça que les jeunes aussi jouent encore pour le plaisir à l'extérieur du sport encadré. Il est arrivé un moment dans ta vie qui a changé ta vie pour le meilleur comme pour le pire, le cancer. Comment tu le vois aujourd'hui, le cancer? Parce que les médecins, au début, n'avaient pas été très positifs dans leur pronostic. Là, ils te donnaient quelques semaines à vivre. Tu as battu les pronostics, visiblement, parce que ça fait plusieurs années de ça. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? C'est vague, c'est gros comme question, mais vas-y, prends ton temps. Je vais y aller tranquillement, puis vous me permettrez de regarder les joueurs ici parce que je pense que c'est un message important. Puis, moi, j'ai appris les choses qui m'ont permis de passer à travers le défi que j'ai eu. Et j'appelle ça un défi, j'appelle pas ça une malchance, j'appelle pas ça un obstacle, j'appelle ça un défi. Parce que je pense que les défis qu'on nous pose, en quelque part, on a été bâtis pour les faire. Et moi, toutes les choses qui m'ont permis de vivre la maladie de la façon que je la vis m'ont été apprises à travers le sport. Et même encore aujourd'hui, je cours mes 3 fois 5 km par semaine, je joue encore au baseball et aux dernières nouvelles, j'ai encore un diagnostic de mélanome métastasique qui a d'ailleurs été reconfirmé il n'y a pas si longtemps. C'est un cancer de la peau. La maladie que j'ai présentement, c'est un cancer de la peau de stade 4 avec des métastases au foie et dans le cou. C'est ma réalité. C'est ma réalité depuis 9 ans. Tout ça a commencé en 2005 dans un camp Midget 3A. J'étais avec mon chum Yannick. On est en Floride. Il me dit « Hey Sylvain, t'as un grain de beauté sur l'épaule. » Je dis « Ouais, j'ai commencé à le gratter parce que l'autre fois, j'ai enlevé mon chandail avec Véronique. Puis c'était pas cute. Fait que j'ai dit « Ah, tu sais, c'est laid. Je veux pas qu'elle s'en aille, elle est cute. » Fait que là, j'ai ôté ça tranquillement. Et 6 mois plus tard, on joue au hockey, toujours moi puis Yannick. Le grain de beauté est rendu gros comme $1, mais épais comme $4. À ce moment-là, il me dit « Le gros, commence à être gros ton affaire. » Je dis « Ouais, puis c'est un peu dégueulasse parce que ça pue, puis ça saigne. » 1 mois plus tard, je m'en vais à l'urgence. L'urgentologue me dit « Écoute, Sylvain, on ne peut pas rien faire avec ça, il faut l'ôter. » Quelques semaines plus tard, le diagnostic tombe. Un cancer de la peau de type mélanome. Puis là, je dis « OK, tu sais, mais... » Et comme Marc a dit quand il lançait fort le bras puis qu'il ne se doutait pas que c'était pour arriver, je dis « Ouais, mais tu sais, ça vient de où, ça? » Bien, c'est ta surexposition au soleil, tu as le teint pâle, puis tout ça. Puis moi, j'ai été surveillant sauveteur dans les piscines extérieures pendant très longtemps. Est-ce que je me mettais de la crème? Pas pantoute. Quand j'allais jouer au baseball, le mardi à 4 heures ou le samedi matin, est-ce que je me mettais de la crème quand ma mère me disait « Mets-toi de la crème? » Non. Ça va arriver aux autres. C'était la première chose que je disais. Est-ce que je faisais attention, tu sais, juste ici, là, en dessous de la chemise de baseball, là. Encore moins. Et là, le médecin me regarde, puis il me dit on a découvert un cancer. Puis il dit, tu sais, un mélanome, ça a une échelle de 0 à 4 mm. Fait que de 0 à 1 mm, c'est moyennement grave, de 2 à 3, puis à 4, ça commence à être très grave, puis ta vie est peut-être en danger. Je suis parfait, tu sais, le mien, t'as combien? Je dois être à 1, 1,2. Vous, M. Poisson, le vote est à 13,2. Je ne suis pas fort en maths, là.
Mais quand même une couple de fois plus gros, ça, que le pire. Il dit, ouais, c'est pour ça qu'on va vous opérer la semaine prochaine. À partir de là, j'ai commencé à écrire dans un journal de bord un match de baseball. Et quand j'écrivais à mes amis pour expliquer ma situation, j'expliquais, bon, mais présentement, c'est 2-0 pour la maladie. Je suis au bâton, je vais voir comment je vais réagir. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans le sport aussi, à travers la petite situation que je vous ai contée avec Sébastien tantôt, mais j'ai appris que c'était nous qui contrôlions ce qu'on faisait avec ce que les gens nous faisaient vivre. Fait que moi, j'avais accepté de vivre dans la situation que je vous ai contée tantôt, d'être en maudit pendant 6 ans. Mais là, j'ai décidé qu'avec la maladie, je n'étais pas pour faire ça. Que j'étais pour essayer de voir les belles choses et de m'impliquer là-dedans. Donc, 3 mois, pas 3 mois, 3 semaines après, je rencontre le médecin, puis là, l'oncologue, et là, il prend un crayon, puis il dit, bon, ben Monsieur Poisson, on va vous opérer dans 3 jours, puis voici le schéma qu'on va faire. Fait qu'il prend un crayon, puis là, ben, il me dessine dans le cou ici, puis il dit, ben gars, on va couper là, on va t'ôter le muscle qui est là, après ça, on va aller, puis à peu près à cette vitesse-là. Là. Puis là, on va aller en arrière de ton omoplate, on va ôter toute la peau qui est là. Après ça, on va aller sur ta cuisse, puis on va râper la cuisse. Là, je l'arrête un peu, je dis la cuisse. Pourquoi? Il dit, on va te faire on va faire un transfert de peau, puis ici, on va râper ça comme du fromage, puis on va te coller ça dans le cou. Je dis, c'est cool, on met-tu du pepperoni, fromage, quelque chose. Mais il l'a pas super ri parce que tout de suite après, j'ai posé la question, puis j'ai dit, écoute, moi, j'étais un joueur de baseball. Fait que je dis, ma vie, c'est le baseball. Je coach midget 3, je coach junior élite. Je suis pas super bon, mais j'aime ça, tu sais. Puis à ce moment-là, je jouais softball dans le 2A, je catchais. Puis... Et là, il me dit, Monsieur Poisson, moi, je m'en fous un peu, là. Je suis ici pour vous sauver la vie, que vous soyez plus capable de jouer à la balle. C'est le dernier de mes soucis. Fait que là, il me dit, si je t'ouvre, puis que je vois qu'il faut que je te coupe le bras, je te coupe le bras. Je me réveille 3 semaines après, j'ai l'oreille collée sur l'épaule comme ça, et là, je m'en vais en physiothérapie. Et là, la physiothérapeute me dit, Monsieur Poisson a lancé une balle, oubliez ça, c'est terminé. 2 jours plus tard, je me ramasse en oncologie avec des gens quand même plus âgés que moi. À ce moment-là, j'ai 27 ans. Et d'arriver dans cette salle-là, de rencontrer les gens qui sont très courageux, mais qui ont quand même 35 ans de plus que moi, et de dire, OK, j'ai 27 ans, puis ma vie va ressembler à ça. Bien là, je me suis remis la fois que mon coach, dans le Bantam 2A, j'avais lancé une curve, puis mon catcher n'avait pas pogné à la balle, puis tu sais, c'était une 3e prise, tu sais, celle qui fait chier, là, tu sais, la super bonne curve, le gars swing dans le beurre, puis là, tu le strike, puis le catcher, il l'échappe. Puis là, j'avais dit tout haut, t'es un de pourri. Le coach était venu me chercher. Il m'avait donné ma première leçon, soit celle du respect de l'équipe. Et il m'avait assis sur le banc pour le reste de la game. Et là, j'étais assis dans la salle d'hôpital. Et là, je me dis, OK, t'as pas le choix, il faut que tu respectes les infirmières, il faut que tu respectes les gens qui sont là, puis fais ton bout de chemin, mon homme. 1 heure plus tard, je reçois le traitement. 15 minutes, 2 heures après le traitement, c'était 20 jours consécutifs, celui-là. Et je suis couché dans le lit chez moi. Et là, c'est là que j'ai appris la 2e leçon importante, soit celle de l'équipe. Vous allez toujours être aussi fort que l'équipe qui va vous entourer. Au début de la maladie, quand tout ça est arrivé, j'étais allé voir mon frère, qui était mon idole. Puis je dis, tu sais, Marc, tu vas être là avec moi, hein, tu sais, je vais avoir besoin de toi, t'es comme mon père. Puis, tu sais, mes parents, j'avais pas une super grande relation avec eux autres. Et il m'a dit, moi, j'ai un gars, j'ai pas le temps d'être là avec toi. Ça va être ma pipa. Donc, on se replonge 20 minutes après mettons 2 heures après le traitement, je suis couché dans le lit. Seule personne dans la maison, c'est mon père puis ma mère. Ma mère qui broye. Et mon père qui sait juste pas quoi faire, puis quand il ne sait pas quoi faire, il respire fort. Je vais y revenir tantôt. Et là, je suis couché dans le lit, puis je shake. Mais je shake, puis je ne sais pas pourquoi que je shake.
C'est le médicament qui fait que je shake. Et là, il s'en vient sur moi, puis dans les années 30, quand il y avait un épileptique, mais il mettait quelque chose dans la bouche, puis il embarquait dessus. Fait que là, je le vois aller. Puis là, il embarque sur moi, puis il dit « Ah, on va te mettre quelque chose. » Là, wow, calme-toi, là. Fait que là, il était un peu désemparé. Puis de voir son père à cheval par-dessus nous autres, c'est pas super cool non plus, là. Mettons que c'était pas à Véronique de tantôt, là. Et là, ça l'a amené quand même 20 jours où j'ai appris à connaître mon équipe. Appris à connaître mes parents, mes amis, puis c'était le début d'une grande aventure. 6 mois plus tard, je rentre comme technicien en loisirs dans un collège, puis je dis aux gens qui m'engagent, écoutez, juste avant, je vais aller voir mes médecins, puis ils vont juste m'assurer que ma santé est correcte. Je vais voir les médecins, puis ils me disent, écoute, Sylvain, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, j'ai passé un test la semaine passée parce que je veux que tu me dises que je suis correct. Parce qu'à chaque fois que je m'en vais sur le monticule, je me dis, aujourd'hui, ça va être une victoire. À chaque fois que je m'en vais dans le bureau de médecin, je me dis, hey, aujourd'hui, ils vont me dire que c'est fini, puis qu'on va avoir un certain temps sans la maladie. Je rentre dans le bureau du médecin avec cette philosophie-là, puis j'espère que vous êtes juste en mesure de faire un petit peu les liens dans le message que Marc a fait tantôt, puis celui que je fais dans la pensée. Je trouve qu'il parlait, puis je me dis, ouais, mais là, j'ai rien à dire, on dit la même affaire, tu sais. Mais il y a des liens à faire. Moi, c'est un défi de vie, c'est un défi différent. Et là, arrive... je t'ai rendu où, là? Ah oui, dans le bureau du médecin, c'est important en plus. Et là, ma mère est à côté de moi, à broye. Mon père, il respire fort. Et là, mais là, il ne s'est rien passé encore. Fait que là, il me dit, écoute, Sylvain, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, je suis venu vous vendre rendez-vous. Puis, il avait l'air mêlé un peu. Puis, je dis, OK, ça, habituellement, c'est pas une super bonne nouvelle. Il prend le téléphone, puis il dit, bon, OK, les résultats. Il prend un crayon. Jamais bon, ça non plus. Il écrit des chiffres. Il raccroche, puis il dit, bon, Monsieur Poisson, je dis, non, Sylvain, tu m'as appelé Sylvain en arrivant. Il dit, j'ai 2 mauvaises nouvelles. Je dis, OK, mettons une bonne entre les deux, là. Il dit, non, tu veux-tu la moins paye ou la paye? Je dis, vas-y avec la paye en premier, puis après ça, on verra. Il dit, la maladie est revenue. Je dis, OK, comment, tu sais? Et là, je m'amuse avec ça, là, ma mère broye, mon père respire fort. Et là, il me dit, tu as la grosseur de ton poing dans le thorax, entre le cœur et le poumon, puis tu as 3 balles de golf dans le cou. J'ai dit, OK, ça, c'est la moins paye ou la paye des deux? Il dit, je te dis la prochaine, puis tu jugeras. Il dit, la prochaine, c'est que malheureusement, ici au Canada, on ne peut pas rien faire pour toi. Et on n'a pas de traitement reconnu, puis même les protocoles expérimentaux, il n'y en a pas. Ta maladie est rendue au stade 4A. Je dis, OK, on est rendu au mois de septembre, je suis là à Noël. Je pose la question, straight pas de même. Il dit, si tu fais rien, tu n'es pas là à Noël. Puis même l'Halloween, c'est loin. Je dis, OK, c'est quand même proche l'Halloween. Fait que là, on est début septembre. Et là, advient une autre grosse qualité que j'ai apprise, soit celle du leadership. Souvent, dans une équipe, on joue au baseball, puis ça, j'ai appris ça dans le sport encore une fois. On est lanceur, la balle est frappée, l'autre l'échappe, c'est de sa faute. J'ai lancé ma curveball, le catcher l'a échappé, c'est de sa faute. Mais si j'avais lancé dans le gant, peut-être que le gars aurait été striké aussi, là. Et là, j'ai appris à prendre le leadership de ma situation. Et là, j'ai écrit des courriels à tout le monde. J'ai fait le tour des hôpitaux au Québec. 3 semaines plus tard, j'étais dans un bureau d'un médecin à Montréal qui me disait, Sylvain, je pense que la solution passe par les États-Unis. 3 semaines plus tard, donc début à l'Halloween, à vrai dire, je suis rendu à Washington, à Bethesda. Et là, avec mes parents, mais là, je suis correct, ils ne respirent pas, puis ils ne broient pas parce qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Fait que là, je suis seul avec les médecins, puis je parle avec mon cousin, puis on a quelque chose qui enregistre et un recording. Et là, les médecins sont en train de proposer un premier protocole.
Premier protocole de recherche aux États-Unis, ça s'appelle à ce moment-là l'interleukine. Puis ils expliquent ça très brièvement. Puis ils disent, regarde, tu vas venir ici, tu vas faire 15 minutes de traitement. Et après ça, à toutes les 8 heures, on va te refaire ce traitement-là. Et si tant et aussi longtemps que tes reins suffisent, ben on va te donner les traitements. Puis quand tes reins vont arrêter de fonctionner, ben là, on va te foutre la paix. Ça a l'air le fun. Puis j'ai dit, c'est quoi les chances? Il dit, ben la survie pour 6 mois, c'est 7 %. Je dis, ouais, OK. Mais là, tu regardes tes parents à droite, je regarde mon cousin, puis je dis, ouais, ben, c'est 7 ou rien. On va y aller avec 7, hein? Et le lendemain, mon père fait, c'est un des actes de courage que j'ai dit encore merci. Il fait Montréal-Washington, 20 heures d'auto pour venir chercher du linge parce que nous, on était partis pour 2 jours. Et des fois, je fais juste m'imaginer si un jour j'ai des enfants, de dire, hey, je vais faire 20 heures en sachant que si je reviens, peut-être que mon gars ne sera pas là. Et j'aime autant juste pas y penser. Pour ça, j'ai dit encore merci. Donc, je fais ce premier traitement-là. Et là, à la suite de la première phase de traitement, je m'en viens chez moi parce que moi, je prenais l'avion pour m'en venir. Et mes parents arrivaient en auto. J'appelle ma cousine, puis je dis, hey Nat, on va aller au cinéma. Puis là, elle me prévient. Elle me dit, ouais, mais Sylvain, t'as pas mangé encore, tu sais. Ça fait 2 jours, puis... je dis, ouais, mais j'ai le goût d'aller voir un film. On s'en va au cinéma. Je mange un bon popcorn salé avec un petit coke. Et là, je dis, ah, tu sais, il était bon le popcorn, puis tout ça. Puis là, on s'en revient. Le cinéma est à 1 km de chez nous. Après 500 mètres, je regarde Nat, j'écoute Nat. Ouh, on arrête ça là. Je regarde le sapin, dans le coin là-bas, c'est l'hiver. Je dis, d'après moi, lui, il va s'appeler toilette pour au moins 5 minutes. Fait que là, je m'en vais en dessous du sapin, je fais ce que j'ai à faire, dehors. Et là, ma cousine m'attend, puis elle me dit... tu sais, Sylvain, je veux pas que tu te sentes humilié. Tu sais, c'est pas grave, j'en parlerai pas à personne. Et moi, je la regarde avec le gros sourire, puis je dis, hey Nat, c'était bleu, j'étais un schtroumpf. Fait que ce qui sortait à ce moment-là, juste pour vous montrer un peu la force des différents produits, c'était bleu, c'était vraiment bleu. Et 6 mois plus tard, on est en janvier, et là, j'avais fait ces traitements-là avec les 7 % de chance, mais j'étais convaincu. Tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas convaincu. Tu mettras pas, en tout cas, moi, je ne mettrai pas ma vie sur la ligne si je ne suis pas convaincu que je ne fais pas partie du 7 %. Et là, je fais le traitement, je rencontre les médecins, ils me disent... Et là, quand je rentre dans le bureau, je suis sûr, encore une fois, qu'ils vont me dire, Sylvain, la maladie est partie. À ce moment-là, ils me rencontrent, ils me disent, Sylvain, la maladie n'est pas partie, elle a même grossi un petit peu, mais on a un super protocole pour toi. Je dis, OK, tu sais, c'est quoi le prochain? Il dit, bien, c'est un peu nouveau. Je dis, OK, c'est avec ça que vous allez gagner le prix Nobel? Ouais, genre. OK, ça ressemble à quoi? Il dit, bien, on va aller dans ton cou chercher une masse. Dans cette masse-là, il y a des globules blancs là, qui mangent le cancer, mais ils ne sont juste pas assez nombreux pour manger tout le cancer. Fait qu'on va les prendre, on va les mettre dans un laboratoire, puis on va les passer de 100 à 3 milliards. J'ai dit, OK. Là, j'ai dit, on peut-tu faire la même affaire que mon argent, mettons? On l'avait juste à côté. Puis, là, ils m'ont dit non à celle-là. Et là, ils m'ont dit, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est qu'on va prendre ton système immunitaire, puis il faut l'enlever. Je dis, on fait ça comment? Ils disent, bien, c'est là qu'il faut que tu signes les décharges. Je dis, OK. Ben, dans le fond, c'est, mettons, je me levais le matin avec de la chimiothérapie, je m'en allais en radiothérapie, tout le corps au complet pendant une demi-heure, chimio après, radio après, pendant une semaine. Et là, ben, en même temps de tout ça, vous m'excuserez l'expression, mais tu chies puis tu vomis tout ton corps. Fait que j'étais vraiment plus rendu très gros. Et là, à la fin des 7 jours, ils me disent, Sylvain, c'est beau, tu as passé la première étape, mais c'était la plus facile. Je dis, OK, qu'est-ce qui arrive? Il dit, bien là, c'est parce que là, tu n'as plus de système immunitaire, on t'injecte ton nouveau système immunitaire, puis il faut que tu survives, et c'était vraiment le bon mot, les 8 prochains jours. Après 5 jours,
arrive l'épreuve mentale la plus tough de ma vie. Tout le monde m'appuie, tout le monde est là, la famille, les parents, on a évité ça pour les enfants. Et là, je regarde ma mère et là, je dis « OK, ça y est, je lâche tout. » Et ma mère, elle me regarde et elle me dit « Écoute, Sylvain, si tu penses que c'est la bonne chose à faire, on va respecter ça. » J'appelle une amie. Comme des fois, on peut avoir... on peut jouer Bantam 2A, on peut jouer Pee-Wee 2A, on peut jouer Novice A puis avoir le goût de tout lâcher. Bien là, moi, j'avais juste le goût de lâcher la vie. Et j'ai appelé une amie. Cette amie-là m'a dit « Écoute, Sylvain, tu vas prendre quelques secondes. Ce soir, quand tu vas te coucher, tu vas juste se regarder dans les airs et tu vas dire « Regarde, viens me chercher ou crisse-moi à paix. » Le soir, j'ai fait une prière avec ma mère. Je n'ai jamais prié de ma vie depuis ce temps-là, puis avant ça. Et là, le lendemain matin, j'étais là. Cette journée-là, j'ai compris que je pouvais être différent. Que oui, j'avais perdu mon meilleur ami du cancer, mais j'ai compris que moi, peut-être que je pouvais passer à travers. Fait que depuis ce temps-là, c'est un peu ça le message aussi que je veux lancer. Des fois, on va avoir des amis qui vont pas avoir de succès en quelque part ou qui vont avoir des épreuves différentes, mais c'est à nous de voir et de choisir si on veut vraiment le faire. Puis cette journée-là, j'ai choisi que j'avais le droit de vivre. Et depuis ce temps-là, c'est ma ligne directrice. Je vis un jour à la fois. Et là, je sors de ce protocole-là, protocole de recherche à moins 37 livres, donc à 183 livres, les sourcils blancs, les cheveux blancs. Je m'en vais aux toilettes, j'ai 28 ans. Et là, je fais pipi la première fois. Et le poil, là aussi, est blanc. Donc, quand on dit s'adapter au changement, c'était quand même tout un changement. De gérer le poids, de gérer le soleil. À chaque fois que j'allais au soleil, je faisais une réaction allergique. Et donc, ça a duré 1 an où j'allais à Washington me faire suivre à tous les mois. Suite à ça, arrive octobre 2008, ça fait 8 fois que je vais à Washington, que les traitements sont bons et je suis très positif. Encore une fois, ça fait 9 mois que la maladie n'est pas revenue. Là, je rentre dans le bureau du médecin, toujours avec la même philosophie. « Salut Doc, ça va bien? »« Ouais, Sylvain, comment ça va? » J'ai commencé à courir 2 fois 1,3 km sans arrêter. Je vomis à la fin, mais ce qui est correct. Là, ça va bien. Fait que j'avais recommencé à jouer au baseball, puis tout ça. Et là, ils me disent « Ouais, va falloir qu'on t'opère. » Je dis « OK, pourquoi? » Il dit « Bien, la maladie est revenue au thorax, puis là, on va faire une opération à cœur ouvert, mais par en arrière. » Je dis « OK, ça ne me dérange pas que tu m'opères, mais tu ne fuck pas mon bras encore. Là. » Hey, j'ai tout fait la physio, je relançais, j'avais lancé en Arizona à 79, j'étais super content de moi, puis non, on t'opère, puis on scrape le bras. Fait que là, ils ont scrapé le bras encore, et 6 mois plus tard, je retourne là-bas, toujours avec la même conviction que la maladie était partie. Je m'assois avec les médecins, ma famille, mon père, ma mère. Là, ils commençaient à comprendre l'anglais, fait qu'il fallait gérer les émotions aussi un peu. Et là, le médecin dit « Monsieur Poisson, la maladie est revenue au cerveau. » Et à chaque fois qu'on pense s'adapter à un changement, il y a tout le temps un autre changement qui va nous mettre au défi de s'adapter à celui-là. Et à chaque fois que le changement de mon état de santé arrive, je me donne tout le temps le droit d'être en maudit, puis de manger 2 poutines. Et on appelle ça manger ses émotions. Là. Ouais, 2 poutines. Puis si j'étais à Québec, c'est une bonne poutine saucisse chez Ashton. Elle n'est pas bonne, mais c'est pas grave, tu la manges pareil. Après cette journée-là, ces 2 journées-là où je suis plus ou moins parlable, ben je me dis, gars, tu as 2 choix. Soit que tu n'es pas parlable pendant le reste du temps ou que tu l'acceptes puis que tu essayes de vivre avec la situation. Fait que moi, c'est la façon que j'ai choisi de vivre cette maladie-là. 3 jours plus tard, après avoir accepté ça, l'opération, ils m'ont opéré au cerveau.
Et ça a été une opération que j'ai été très content de faire. Parce que par la suite, j'ai été 48 mois sans avoir aucune rechute et récidive de la maladie. Et ça m'a permis de rencontrer Marc, de rencontrer Pat dans différentes circonstances. D'ailleurs, la première conférence que j'ai faite, Pat était là. C'était au collège, au sport-études Cardinal-Leroy à Québec, sous une invitation de JP. Et donc, 48 mois, rencontre une fille, parle d'avoir des enfants, des super beaux projets. La vie passe de au jour le jour à peut-être à dans 2 jours, à peut-être, peut-être qu'on pourrait planifier quelque chose dans 1 mois. Peut-être qu'on pourrait planifier quelque chose dans 2 mois, on n'ira pas trop loin. Donc, acheter une maison, c'est problématique. Parce que quand tu as un diagnostic de cancer, bonne chance pour les assurances hypothécaires. Et tout ça est un petit peu compliqué. Arrive mai 2012, à ce moment-là, j'ai la job de mes rêves. Moi, à l'université, j'ai dit à mon prof, qui était Louis Barbeau, que vous pouvez attendre à RDS s'il fait l'analyse du cyclisme là, des Olympiques. Et je dis, ben moi, Louis, je vais organiser les Jeux du Québec dans la vie. C'est là que j'ai rencontré Émilie aussi dans le cadre de ce job-là. Et 1 mois après, je m'en vais à Washington, puis là, les médecins, ils me disent, là, je les rencontre encore une fois. Tu sais, ça va bien. Hey, là, j'ai changé de job, j'organise les Jeux du Québec. Chicoutimi, Saguenay, je pense, à ce moment-là. Puis je dis, hey, tu sais, c'est mes premiers, j'ai la job de mes rêves, je suis vraiment content, la vie est belle, je vous remercie. Puis en passant, j'aimerais peut-être ça, tu sais, qu'on arrête les suivis aux 3 mois. Tu sais, j'étais un peu tanné, puis... Et quand j'y repense, je me trouve innocent un peu. Et là, ils me disent, Sylvain, on ne pourra pas arrêter parce que la maladie est revenue au foie. Quand tu penses que tout va bien, il y a encore un changement qui m'a personnellement amené à m'adapter. Et ça, c'était la première affaire. Quand j'étais allé à Washington, c'était la seule place dans le monde qui avait une solution pour moi. On a regardé l'Australie, on a regardé la Chine. J'étais même prêt à aller en Thaïlande, me faire greffer un foie de chien, mais c'était pas possible. Et là, on est aux États-Unis, puis ils me disent, gars, Sylvain, malheureusement, ici, on n'a plus de solution pour toi. On ne peut pas te proposer un autre protocole. Il va falloir que tu retournes à Montréal, mais là-bas, ils ont peut-être quelque chose pour toi. C'était quand même une grosse déception parce que les gens là-bas m'ont quand même permis de vivre 5 ans, m'ont sauvé la vie. C'était quand même Puis je m'étais fait des amis. Je jouais au ping-pong avec les médecins. J'avais vraiment... c'était le fun, là, aller à Washington. J'étais allé voir la game Canadien-Montréal là, quand Alak a sauvé Ovechkin là, en 2007, 2009, je pense. En tout cas, bon, 2010. C'est pas important. Désolé. Mais tu sais, j'étais allé voir les Nationals. J'essayais de tout le temps greffer ça à quelque chose d'intéressant. Et là, je reviens ici à Montréal. Je commence un traitement en 2012. Traitement qui va quand même bien. Après 6 mois, c'était des pilules. 6 mois après, on me dit, bon, Sylvain, on doit arrêter ce traitement-là. La maladie est revenue. 2013, je fais un autre traitement. Et là, 2013, 2014... quasiment 2014 et 9/10e. La santé va bien, mais c'est toujours présent au niveau du foie, mais on contrôle. Mais à travers tout ça, j'ai appris et j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai eu un rôle, dans un premier temps, d'ambassadeur avec la Société canadienne du cancer. Je fais maintenant le tour des écoles pour faire la prévention du cancer de la peau. Cancer de la peau qui est évitable à 90% des cas. Qu'on peut éviter en mettant de la crème, qu'on peut éviter en mettant un chapeau, qu'on peut éviter selon les différentes heures. Et donc, tu sais, c'est super le fun. En 2012, ma blonde de l'époque me dit « Hey Sylvain, tu pourrais peut-être aller au banquier. » Tu sais, un petit peu d'argent. Ça pourrait être le fun. Fait que là, c'est sûr que ça vient avec un certain impact aussi. De dire, OK, si je vais au banquier, c'est 1,6 million de personnes, que quand je vais aller au Walmart, qui vont me dire « Allô » puis que je ne reconnaîtrai pas. C'est dans les hôpitaux de passer un scan, puis le monsieur lui dit « Allô, comment ça va? » Aucune idée c'est qui.
j'étais pas sûr à ce moment-là de vouloir vivre ça. Hey, je suis en train de répondre à ta question? OK. Je suis juste pas sûr, hein? Tu me le dis, là, on peut en poser un autre. Et là, je décide d'aller au banquier. On a gagné. Je dis on parce que faut comprendre que dans les 6 ans qu'ils nous ont amenés au banquier, des téléphones positifs, il n'y en a pas eu. Tu sais, quand j'appelais ma sœur, c'était hey, passe, la maladie est revenue. Une fois, elle a perdu conscience. J'appelais mon frère, Marc, la maladie est revenue. Il broyait au téléphone. Tu sais. Fait que quand j'ai appelé ma sœur pour dire hey, passe, on s'en va au banquier, mets-toi belle, ça a été la plus belle réaction dans les 6-7 dernières années. Quand j'ai appelé mon frère, il était en avant de moi, c'était un moment extraordinaire. Puis quand on est allé au banquier, ils nous ont dit ah, tu sais, vous avez le droit à 20 personnes. Le studio, il prend combien de personnes? Le studio, il prend 120. Je dis oublie public cible, là, j'amène les 120. Fait que j'étais arrivé là avec des gars de Baseball Québec, avec... hey, c'est vrai, je vais compter l'anecdote. Oui, je la compte. Et là, je vais finir ce que je m'en allais dire, mais ça a été vraiment une super belle expérience familiale. Puis moi, à ce moment-là, j'écrivais des livres que les entraîneurs peuvent avoir dans leur poche là, d'entraîneurs, les livres moustiques, puis oui, avec une dizaine de pratiques. Puis là, mais on est en train de regarder avec... Baseball Québec pour faire des capsules. Puis on cédule les capsules pour le 27 juin 2012. Et on fait ça avec une personne d'exception du nom de Mark Griffin. Fait que moi, mais tu sais, je suis super content. On a la chance de travailler avec... Je me trouve drôle juste à le compter. Puis là, mais, j'appelle Marc. Je dis, hey Marc, tu sais, on est obligé de déplacer le tournage du 27 juin parce que j'ai été appelé au banquier. Et lui, sans réfléchir, il me dit « Ah ouais, toi aussi? » Fait que là, je dis « Ben là, comment ça, toi aussi? » Fait que là, c'est sûr que c'est passé quelque chose dans son cerveau. Il dit « Non, mais moi, j'ai un rendez-vous avec mon banquier à la Banque de Montréal. Tu sais, faut que je... » C'est quoi t'as dit? En fait, le banquier appelle, puis ils me disent on a un participant qui a un diagnostic de cancer, mais c'est un maniaque de baseball. Je n'ai pas fait le lien tout de suite avec Sylvain. Je connaissais Sylvain, je n'ai pas fait le lien tout de suite, mais il a dit OK, on va vous rappeler, ça va être telle et telle date. Et là, à peine une journée ou deux après, Sylvain appelle, mais lui, il dit qu'il va au banquier, mais moi, je pense qu'il va au banquier parce que c'est un gars de baseball et non parce que c'est lui qui allait être le participant du banquier. Alors, quand j'ai dit ça, puis sa réaction, ça a fait « Oh shit, j'étais en train de casser le punch qu'il va y avoir des gars de baseball là-bas. » Alors, j'ai brisé le punch. Voilà. Mais il s'était quand même bien récupéré par la suite. Fait que j'avais encore quand même un petit doute parce qu'il faut comprendre que quand on fait les différentes étapes pour le banquier, on n'a aucune idée de c'est quoi la thématique. T'sais. Mettons, t'envoies un petit vidéo. Après le vidéo, c'est une audition avec tes 3 supporters. Puis si tu es choisi là, c'est une entrevue téléphonique qui a duré 4 heures. Puis après ça, ils te rappellent puis ils disent « Bon, gars, tu as été choisi. » Mais en aucun temps, là, même la journée avant le tournage, j'ai dit « OK, tu sais, j'amène quoi comme linge? » Puis là, il disait « Ah, ben amène 3 soutes. » Mais là, j'ai d'autres connexions dans le milieu du baseball. Fait que là, j'ai validé l'aspect baseball. Fait que là, j'ai appelé mon chum Sébastien Rivet, le petit baquet. Puis, j'ai dit « Hey Seb, Roger, il fait quoi demain? » Fait que là, il dit « Ah, Roger, c'est ça, tu veux savoir? Il est occupé. Il a dit à mon père de s'occuper de ses affaires. Il s'en va pour un tournage à TVA. » Je dis « Bon, parfait, ça confirme. Fait que je vais avoir besoin de ta chemise de baseball. » Là, j'ai appelé des amis qui avaient des pantalons blancs. Fait que j'ai amené mon kit de baseball. J'avais compris l'affaire. Et donc ça a été une super belle expérience, le banquier. Ça a amené plein de voyages aussi alentour de ça. Et là, le temps file, j'apprends à vivre avec la maladie. Tu sais, même si on ne contrôle pas ce que la maladie fait sur nous, on contrôle comment que nous, on perçoit la maladie. Et quand, tu sais, oui, on peut avoir une mauvaise apparition au bâton, mais c'est nous qui choisissons quel effet que cette apparition-là a sur nous. Et c'est nous qui
qu'on fait la gestion de nos émotions, ça nous appartient à nous. La vision qu'on a d'une chose, c'est totalement la nôtre. Et moi, j'ai choisi dans la vie que la maladie, quand je peux, c'est 20 % de ma vie. C'est sûr, je me lève le matin, je me touche ici, je me touche là, je me touche là, je me touche là. Les autres places où je me touche, pas de vos affaires. Et après ça, ça, c'est mon 20 %. L'autre 80 %, je cours, je m'amuse, je profite de la vie, je voyage. J'étais à Cuba la semaine passée dans des circonstances particulières. Mais ma réalité à moi fait en sorte qu'aujourd'hui, j'étais en réunion. J'ai rencontré mes médecins parce que je vais commencer un nouveau protocole de recherche dans 3 semaines parce que la maladie est revenue. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, il y a 9 ans, j'ai eu à m'expatrier aux États-Unis pour trouver à ce moment-là 6 mois. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, je peux rester chez nous pour avoir un traitement grâce à la recherche, grâce aux fonds qui ont été amassés, un traitement que je vais pouvoir faire en allant dormir chez nous. Je trouve que c'est super le fun, puis c'est pour ça que je continue à passer le message. Et pourquoi j'ai accepté l'invitation de Steve de venir ici parler un petit peu? Si ça n'avait pas été du sport, puis même encore aujourd'hui, des fois le médecin ou les gens alentour de moi, ils me regardent et ils disent, tu sais, Sylvain, il me semble, t'en fais pas mal, tu lances 2 fois par semaine, tu vas à balle donnée, tu cours 3 fois 5 km, tu vas en muscu un peu. Tu vois, mais ça fait 9 ans que ça marche. Il y a 9 ans, j'étais supposé d'avoir 3 mois. Fait que je vais continuer. C'est ma façon à moi. Et le sport m'a appris ça. Le sport m'a appris à dire, gars, c'est ma façon, je vais le faire de cette façon-là. M'a aussi appris à être persévérant. M'a aussi appris à prendre le leadership. M'a aussi appris le dépassement de soi que j'ai mis en valeur dans le sport. Et avant, j'avais une passion qui était la passion du baseball. Maintenant, j'en ai 2. J'ai la passion du baseball, mais j'ai la passion de la vie qui est juste à côté et qui sont à peu près égales. Fait que, t'as-tu une autre question? C'est à peu près ça. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Sylvain Poisson, tout le monde, merci beaucoup. Super belle histoire. Bonne main pour nos 3 conférenciers de ce soir. Très intéressant. Bravo encore. Merci à tout le monde de vous être déplacés.